d'Aix-Marseille. Et vous conduisez depuis quelques années des travaux autour de la faciale, donc un certain nombre de travaux universitaires. Vous dirigez les thèses, vous encadrez aussi des travaux de remise en valeur archéologique, des travaux qui aussi devraient se concrétiser à travers peut-être un musée ou un espace muséal autour du cloître de Saint-Gilles. Donc, on insiste là à la renaissance, si vous voulez, de la mise en valeur d'un site prestigieux pour la chrétienté en Occident, et puis aussi des équipes de chercheurs de très haut niveau. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour notre département, avec vraiment tout un tas d'avancées en termes d'historique, aussi de recherche scientifique. Voilà. Donc, je vous remercie pour vous inaugurez donc le site de conférence et ce soir. Voilà. Merci. Il faut peut-être être un peu plus proche du micro, j'en ai l'habitude. Merci de vos mots d'introduction. Effectivement, je parle ici pour une équipe, il faut le dire, une équipe multiforme et pluriannuelle, je vous le dirai avec la prochaine page. Et c'est l'occasion, moi, de vous présenter justement de manière exemplaire ce site de Saint-Gilles, surtout car c'est certainement le plus important en termes de rayonnement international au Moyen-Âge et aujourd'hui, le plus important des monastères médiévaux gardois, de loin. Et c'est aussi un des sites en souffrance où on a été, ceci depuis longtemps. Vous le verrez, cela ne manque pas d'ironie d'être ici dans la maison du protestantisme, puisque l'état de désolation de l'abbaye est dû aux guerres de religion et aux destructions protestantes, il faut le dire ici, et vous le verrez, et que c'est justement le fait qu'il y ait beaucoup de grains à moudre du point de vue archéologique pour ce monument et l'effet d'une très très longue déchéance des formations du site. J'en parle. Donc, c'est au titre de plusieurs programmes de recherche que vous voyez énumérés ici. Je ne vais pas trop perdre le temps en énumérer en mentionnant toutes les personnes, ce qui est impossible. En même temps, donc, je dédie, parce que je viens de ces obsèques, cette conférence à Jean-Maurice Rouquette, que vous connaissez peut-être, ancien conservateur du musée d'Arles, très proche de Saint-Gilles, seulement parce qu'il a fait énormément de beaucoup de patrimoine provençal. Et donc justement, c'est une coïncidence que cette conférence soit le même jour de son enterrement à la cathédrale Saint-Anne-Finitard. Donc l'ancienne abbaye de Saint-Gilles du Gard, désolé, clavier pour ce dernier, en chantier archéologique. Donc, inachevé, ruiné, désaffecté, démonté, remonté, remanié, défiguré, altéré, reconfiguré, l'architecture de l'ancienne abbaye de Saint-Gilles n'a livré ses secrets qu'au fur et à mesure d'un long parcours de recherche archéologique mené depuis 20 ans sur le site. Après le relevé et l'étude pierre à pierre de la façade par Eichhans, plusieurs campagnes de sondage de fouilles archéologiques ainsi qu'un relevé du sous-sol par Georata ont permis une investigation scientifique du sous-sol archéologique à la suite des premières fouilles réalisées dans les années 70 par l'association patrimoniale locale. De 2009 à 2018, deux programmes de recherche pluriannuels conduits par le laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée de l'Université d'Aix-Marseille, CNRS, auquel j'appartiens, et l'Institut für Architekturgeschichte de Stuttgart, l'Université de Stuttgart, cofinancée par les États français et allemands, par la région Languedoc-Roussillon, Occitanie et par la ville de Saint-Gilles, ont été mises en œuvre sur l'ensemble des vestiges de l'ancienne abbaye pour en relever et étudier les élévations à l'échelle du pierre à pierre en restituant pas à pas les phases de construction, de destruction et de transformation du grand monument qui fut du XIe au début du XIIIe siècle un des principaux lieux de pèlerinage de la chrétienté d'Occident. Ce ne fut qu'à ce prix qu'une révision complète de l'abbaye de Saint-Gilles et de sa place en histoire
sculpture monumentale romane était possible. Le cas de Saint-Gilles et de son historiographie, fondée dès le départ sur une chronologie erronée, démontre le rôle clé de l'archéologie, l'archéologie du sous-sol, le fouille, et l'archéologie du bâti conservé en élévation pour la recherche sur les monuments du passé. Et l'archéologie est de ce fait nécessairement et à juste titre le fil conducteur et le ciment de la présente conférence. Donc je ne vais pas aujourd'hui m'étendre sur les questions de sculpture et décor architectural qui sont toujours des lecteurs très classiques de conférence, mais je vais vous présenter cette fois-ci des approches qui ont conduit à une révision de la chronologie avec des restitutions 3D, processus constructifs par exemple de l'abbatiale. Et de ce point de vue, cet édifice est certainement maintenant un unicum dans le Midi, le seul édifice qui a été étudié à cette échelle de détail. Et c'est nécessaire car il est impossible, vous le verrez avec des photographies, de se faire une idée de l'évolution de ces monuments sans procéder avec de telles méthodologies. D'abord, quelque chose pour situer le site, puisqu'on n'en a pas forcément conscience aujourd'hui en connaissant Saint-Gilles, une modeste petite ville qui reprend certainement beaucoup en ce moment, se ressaisit, je dirais, sur le plan patrimonial et urbanistique, mais qui finalement n'est plus du tout l'importance qu'elle avait au XIIe et XIXe siècle, à l'époque du grand essor de son pèlerinage. Car il s'agissait là de l'étape éponyme de la Via Aemiliana, Aemilius, c'est Gilles en grec latin. Donc la première des 4 grandes routes vers Saint-Jacques-de-Compostelle, après le célèbre livre d'Antiochie, le 4e livre, rédigé vers 1140 et aujourd'hui conservé à la bibliothèque du chapitre de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Célébrissime manuscrit et qui, le célébrissime texte du début de ce 4e livre commence par ce quatuor vie et sunt que ad sanctum Iacoum tendentesinum ad pontem regine in Poris Hispania coadunantor, et donc c'est les 4 chemins qui se réunissent à Puente del Reina pour aller vers Saint-Jacques, et la première fois qui est évoquée ici dans le texte alia per sanctum Egidium et Montem Vesulanum et Tolosam, etc. C'est donc la première route qui est mentionnée, la première étape, et Saint-Gilles. C'est dire l'importance de ce lieu comme un lieu identitaire, un grand pèlerinage qui est un pèlerinage en soi, mais en même temps une grande étape de départ avec Arles sur ce chemin du sud, la grande route du sud, vers Compostelle dans ce XIIe siècle. Et de ce fait, la réputation de ce saint fondateur, faiseur de miracles, donc thaumaturge, c'est le savant, faiseur de miracles, le pèlerinage de son tombeau et la position stratégique du bourg monastique devenu ville florissante et qui avait plus de changeurs de monnaie que nulle part ailleurs dans le royaume de France à l'époque, au carrefour d'un port fluvial qui a précédé celui d'un port fluvial, pardon, à nouveau de taper à côté, qui existait, qui était florissant avant la création de celui d'Aigues-Mortes, et maritime donc aussi, et de la route distingue Saint-Gilles de l'autre grande abbaye camarguaise d'origine alto-médiévale, Saint-Maudit, qui se situe à une relativement faible distance entre Saint-Gilles et Aigues-Mortes, et qui est dans l'autre grand facteur monastique, aujourd'hui très très largement détruit et peu visité car propriété. Donc il y a une toute autre configuration ici. L'importance du culte de Saint-Gilles, au-delà de France, est internationale. C'est remarquable de constater, quand on regarde un peu l'anonyme Aemilius Gilles Giles, à l'échelle européenne, à quel point ce saint, qui était réputé pour libérer les captifs surtout, était important. Nous avons d'ailleurs trouvé même une trace tout à fait inédite dans l'abbatiale, je vous en parlerai. Donc, un témoignage cardinal, je dirais, de cette importance, c'est la cathédrale de Spire, qui est une sorte d'ex-voto du nouvel empereur Conrad II, élu roi germanique en 1024, après la dynastie, après l'extinction de la dynastie des Ottoniens.
et qui finance donc cette cathédrale, la plus grande église romane de son temps en Germanie, et la crypte, la première partie consacrée, est dédiée à Saint Gilles et aux 12 apôtres. C'est-à-dire Gilles, entouré des 12 apôtres, c'est donc tout à fait remarquable. Et le Codex Calixtinus dit d'ailleurs, un siècle plus tard, que justement Saint Gilles est au moins égal aux apôtres en importance. Parce que ce qu'on cherche, c'est l'efficacité du miracle. Et donc là, Saint Gilles est effectivement très performant. Rien que la crypte que vous voyez ici, consacrée en 1040 déjà, et grande commune d'église par ailleurs. C'est un édifice de dimension colossale. Et ailleurs, petit tour donc, du nom de Gilles en Europe et au-delà. Vous avez sur le chemin de Saint-Gilles en Galice, Saint-Gilles, ici en galicien, petite bourgade, un Saint-Gilles en Rhénanie, donc le saint a une grande comment dire, réputation dans les pays germaniques. Déjà, le livre des miracles de Saint-Gilles, rédigé à partir de 1123, le dit, met en scène pas mal de pèlerins qui viennent d'Allemagne, et d'ailleurs donne aussi de la longueur du parcours qu'il fallait à l'époque pour voyager à pied ou avec différents moyens pour venir à Saint-Gilles. Vous avez le château de Saint-Gilles, la forteresse de Raymond de Saint-Gilles à Tripoli au Liban, et la cathédrale d'Édimbourg, capitale d'Écosse, St. Giles, avec une représentation en façade en néogothique, un style néogothique sculpté de Saint-Gilles et de sa biche qui le nourrissait de son lait. Donc c'est vraiment un magnifique témoignage du rayonnement de cette abbaye. Et un autre témoignage, cette fois-ci épigraphique, et tout à fait inattendu, et cette inscription qui se trouve sur un des piliers de l'église, et qui est une inscription, quand je l'avais vue, elle n'avait jamais été remarquée, je disais, ça ressemble à du cyrillique, mais ça ne peut être le cas. Donc, finalement, une étudiante en master a pris son bâton pèlerin épigraphiste et a contacté des chercheurs en Russie, et qui ont été ravis. C'est une inscription de pèlerin russe, avec une graphie, des formules tout à fait connues, de la période de 1150-1250, donc contemporaine du chantier de construction, et à l'époque c'était la plus occidentale des inscriptions de pèlerins russes trouvées en France. Depuis, d'autres chercheurs russes se sont penchés sur la question, on en a trouvé d'autres, une à Saint-Gilles aussi, donc on a déclenché une recherche sur ce phénomène-là. Donc ce Siemko a eu le droit apparemment de passer quelques heures probablement à graver cette inscription sur un des piliers visibles pour les laïcs à proximité de l'autel qui surplombait la tombe du saint au sous-sol. Je parlerai de l'église tard. Et en Allemagne, une grande quantité d'églises dédiées à Saint-Gilles, notamment dans le sud. Vous voyez ici un retable baroque d'une petite église dans la vallée de l'Inn, non loin de Rosenheim, avec la légende du saint et de sa biche. Ça date de la fin du XVIIIe siècle, tout à fait charmant, dans une toute petite église. Et le village a même une deuxième église dédiée à Saint-Gilles, car Saint-Gilles était en Allemagne du Sud un des 14 saints principaux, des saints auxiliateurs qui étaient invoqués pour différents problèmes, calamités naturelles, etc. Et là, Gilles était béni. Il y a un autre rayonnement de Saint-Gilles qui est un rayonnement d'époque contemporaine, c'est-à-dire dans le sens de l'époque contemporaine qui commence au début du XIXe siècle, avec la prise de conscience de l'importance artistique de la façade de Saint-Gilles, que vous voyez aujourd'hui, dont je ne vais pas parler, puisque je parlerai aujourd'hui d'autres aspects. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la célébrité de cette œuvre d'art, au-delà de l'Europe, et notamment l'histoire de l'art et la création artistique américaine s'est penchée sur la question. C'est en Amérique qu'on a commandé, en fait en 1906-7, un moulage complet de la façade de Saint-Gilles qui se trouve ici à Pittsburgh, au musée de Pittsburgh, et un extrait, un tirage de cela, vous pouvez l'admirer au musée des monuments français au Trocadéro à Paris. Et vous savez même
des fantaisies d'architectes de la fin du 19e, début du 20e siècle, et qui ont été créées en allusion à la façade de Saint-Gilles, à New York, St. Bartholomew's, the Great Episcopal Church, et la Trinity Church de Boston de 1888. Donc c'est aussi dire que en fait, une partie de la, des admirateurs historiens de l'art de Saint-Gilles, notamment de sa façade, de sa sculpture, se situent outre-Atlantique. Quelques notions d'histoire, car pour comprendre l'évolution de ce monument, il faut avoir conscience déjà des faits historiques et des faits historiques notamment marquants qui ont été accompagnés d'actes de construction et de destruction, de reconstruction. Donc d'abord la première trace historique, 814, où est marqué, mentionné une cellula, donc un petit cell, ce qu'on appelle cell, pour peut-être une sorte de retraite d'un ermite ou avec deux petites communautés dans la Vallis Flaviana, placée sous le vocable de Saint-Pierre, et la première mention du saint, 875, et en 925, la première mention des reliques du saint, déjà vouées auquel on voue un culte, et à ce moment-là est construite aussi une église pour accueillir dignement ces reliques. Le culte se diffuse et se développe à partir du XIe siècle, au milieu du XIe siècle, vous l'avez vu tout à l'heure, en parallèle avec le culte de Saint Jacques de Compostelle et d'autres, et cela fait la fortune de Saint-Gilles, comme le rapporte le livre des miracles du XIIe siècle. Donc il y a plein de gens qui, une fois miraculés, doivent absolument aller sur la tombe, déposer leur offrande, parce que sinon le saint se venge. Donc, il ne reçoit pas juste salaire pour ses hauts faits, donc il peut être sacrément méchant. Et c'est donc une source de revenus tout à fait considérable. Les gens se battent pour être le plus proche de son tombeau. Il y a des histoires très étonnantes où les gens se disputent justement le droit de pouvoir accéder à la tombe du saint, notamment dans la crypte de l'église qui a précédé celle actuelle, j'en parlerai. Et c'est d'ailleurs cette duplicité du lieu de vénération dans une crypte et dans une église supérieure qui existe déjà dans l'église mentionnée pour le début du XIIe siècle, et certainement aussi une des raisons pour lesquelles on a construit la grande abbatiale actuelle avec sa grande crypte pour permettre aux pèlerins d'accéder en plus grand nombre à ces reliques. Donc c'est au XVe siècle, donc à l'époque on ressent les effets de la guerre de 100 ans, que les habitants, le nombre d'habitants se réduit drastiquement et les revenus de l'abbaye aussi. Il faut dire déjà que, j'avais sauté une ligne, qu'au début du XIIIe siècle, l'abbaye subit le contre-coup de la guerre des Albigeois, donc ces guerres durant une trentaine d'années, il n'est pas propice au pèlerinage, au déplacement et à l'arrivée, donc coupe finalement en quelque sorte l'herbe sous le pied du pèlerinage, alors que la communauté avait commencé à financer un énorme chantier d'église abbatiale qui ne sera, on le sait, par les différentes sources du XVIe siècle, qui ne sera jamais entièrement achevé. Donc l'abbaye Périclite, c'est la commande en 1472, vous savez probablement ce que c'est, donc il y a un abbé bénéficiaire des revenus qui n'a plus d'intérêt religieux, donc vous savez par exemple Armand Duplessis, duc de Richelieu, était abbé de Cluny, celui qui n'en a jamais fait un grand religieux, comme vous savez, et donc la commande est souvent le somme le glas spirituel et matériel aussi des abbayes, si bien que en 1538 la communauté demande la dissolution, la sécularisation et se constitue en chapitre pour vivre dans des maisons individuelles. Nous en verrons aussi les faits sur le monument. Donc, première cause du
destin funeste de l'abbaye, ce ne sont pas des protestants, il faut dire, c'est déjà la sécularisation, et le pillage commence parce que François Ier fait déjà démonter un pavement de mosaïque dans l'église pour le faire transporter à Fontainebleau. Il n'est apparemment jamais arrivé. Donc, on suppose qu'il a plutôt arrivé dans le château de sa maîtresse, mais c'est justement une quête qui malheureusement n'a pas abouti. On a trouvé en fouille quelques restes de ce pavement, donc du porphyre vert d'origine antique. Donc ça devait être effectivement assez beau. En tout cas, les protestants, vous savez tous ici dans cette région, les conflits ont été tout à fait durs. La première grande crise en 1562 se traduit par la mise à sac et l'incendie de l'église. Et puis en 1575 environ, jusqu'en 1622, l'église est transformée en forteresse protestante. Donc on voit d'ailleurs encore les restes. L'église, petite anecdote, parce qu'il y a les archives là, donc j'ai épluché aussi pour cette période-là, il y a une très difficile cohabitation entre les protestants et les catholiques. Les protestants ont tous les deux la clé, et bien sûr les protestants ne sont pas là, les catholiques peuvent faire leur office. Ils font entrer dans l'église une ânesse qui boit l'eau du bénitier, et le vendredi, quand les catholiques jeûnent, ils viennent en brandissant des pâtés et des volailles, en chantant, il dit dans la source, une plainte rédigée vers 1620, et en chantant les psaumes de Certon. Alors qu'eux, ils chantent leur grégoirien, ils n'arrivent pas parce que les protestants chantent la tue-tête contre eux les cantiques en français. Donc ça devait être évidemment quelque chose d'assez cocasse, cette cohabitation qui n'était pas une, mais par le biais de ces sources, on a donc une image assez vivante de ce qui se passait à l'époque. Ça allait jusqu'à, en fait, je me perds un petit peu dans cette digression, mais ça rend vivante la matière. Car alors donc, il y a une sorte de seigneur de guerre protestant, certainement protestant par opportunisme, mais qui a accaparé, approprié l'abbaye, qui a institué un de ses bâtards, abbé, pour avoir les revenus. Ce bâtard s'insurge contre son père, qui le destitue et nomme un autre bâtard, tous les deux bâtards, à la place de son frère pour à nouveau contrôler les revenus de l'abbaye. Et en plus, il y a des filles de mœurs légères qui tiennent commerce sur les toitures de l'abbaye. Des garces et femmes impudiques, comme il est dit dans la source. Le pire, cependant, c'est la destruction intentionnelle en 1622 du clocher, qui somme le transept de l'église. C'est un travail qui est même balayé à prix fait à des professionnels, donc c'est fait dans les règles, sauf que les protestants ne parviennent pas au bout de la destruction, qui est d'ailleurs normale puisque l'église est classée forteresse, et au départ de la troupe protestante, la forteresse va être rasée. Donc c'est la conséquence de cela, l'effondrement du clocher, va être donc la destruction des parties orientales de l'église, qui seront démontées intentionnellement déjà dans les années 1650 pour vendre les pierres et pour les réutiliser pour la reconstruction de l'église, sous une forme néo-gothique de l'époque. Il y a un style gothique du XVIIe siècle qui peut étonner, mais vous verrez tout à l'heure. Donc il y a une infortune marquée de cet édifice-là, et pendant tout cela, donc, les bâtiments monastiques périclitent totalement, sont privatisés, deviennent des bâtiments agricoles, et c'est donc en 1777 la suppression finalement du collège de prêtres et union à l'annonce archiépiscopale d'Aix. Et en fouille, quand on a fouillé le cloître, on a trouvé finalement des traces bien datées d'une destruction complète des derniers restes du cloître, qui devait être le fait non pas de la Révolution française, mais de cette vente, ce rattachement à l'annonce archiépiscopale d'Aix. Apparemment, on n'a pas grand-chose à faire de ce monument. Et donc, en 1791, vente des ruines du chœur, vente comme biens nationaux, avec des destructions, remontages. Donc il y a un maire de Saint-Gilles de l'époque qui déjà s'était illustré par la destruction des sculptures du portail, et qui a donc
détruit le chœur pour créer un axe transversal au bénéfice du peuple, en réalité équipant les pierres pour se faire une fortune. Et donc c'est là l'œuvre de destruction continue jusque dans les années 1820. Peu après, c'est grand Prosper Mérimée qui, lors de son voyage dans le midi de la France en 1834, découvre cette façade et la décrit et l'appelle le nec plus ultra de l'art byzantin et roman, qui était à l'époque considéré comme la même chose. Et donc c'est grâce à lui que l'église fait partie des monuments sur la première liste des monuments historiques classés dès 1840. Parlons d'abord maintenant de la place de l'abbaye, qui est marquée par un fait assez étonnant. C'est l'architecture de la grande église, que je traiterai en deuxième partie seulement de cette conférence, parce qu'il faut parler des bâtiments monastiques avant. Cette église avec une forme qui est inédite dans la région, dont les modèles ne sont pas régionaux, j'en parle à la fin, mais l'idée de bâtir une église d'une longueur de pratiquement 100 mètres, 97, vient de l'architecture des grands édifices de pèlerinage, comme Saint-Jacques de Compostelle, qui existe déjà, ou aussi la cathédrale de Canterbury, qui, après le meurtre de Thomas Becket, devient un grand lieu de pèlerinage à partir de 1175. Donc là, il y a effectivement un stimulus, et le plus grand modèle, c'est en réalité c'est Saint-Sernin de Toulouse, nous le verrons, parce que le plan de Saint-Gilles se superpose pratiquement à celui de Saint-Sernin de Toulouse. Saint-Sernin de Toulouse qui fait partie, pardon, ici, d'un groupe d'églises de forme similaire qu'on a depuis le 19e siècle rapproché, et qui se situent tous sur les chemins de Compostelle, et qui sont donc parmi les plus prestigieuses maisons religieuses et pèlerinages: Saint-Sernin de Toulouse, Saint-Martin de Tours, Saint-Martial de Limoges, Compostelle et Sainte-Foy de Conques. Et c'est donc dans ce périmètre qu'il faut chercher, non pas la source formelle pour l'architecture de Saint-Gilles, qui est différente, qui est plus tardive aussi, mais l'idée de bâtir un édifice d'une très très grande dimension qui dépasse finalement les usages locaux. Le chœur, ici comparé, ici dans une restitution du XIXe siècle, à celui de Saint-Sernin de Toulouse, c'est un chevet qu'on appelle chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante, c'est-à-dire l'abside est entourée d'un couloir demi-circulaire avec des chapelles en position radiale. Saint-Gilles en propose une variante tout à fait originale, j'en parlerai, et l'idée est certainement stimulée par la présence de ce type de chevet à une échelle monumentale, mais beaucoup plus petite que Saint-Gilles, à Saint-Sernin de Toulouse. Nous verrons à la fin que ce chevet-là, justement, parmi les chevets romans, à chapelle rayonnante et déambulatoire, est le plus grand. Il dépasse même en dimension des chevets gothiques contemporains. Donc c'est tout à fait étonnant de voir cela, donc cette ambition extraordinaire de la communauté monastique de construire à la fin du XIIe siècle un édifice qui marque vraiment le territoire et qui devait exprimer donc la célébrité, le prestige du saint. Un édifice qui vient sur le tard, alors qu'on a déjà un monastère en place avec une église précédente, dont il ne reste pratiquement pas de traces. Et nous étions donc à la recherche finalement de l'histoire du monastère avant le monastère, avec les soutiens financiers dont j'ai parlé, fouilles très très compliquées dans le cloître. Vous voyez ici donc l'équipe qui a fouillé en 2010-11 le cloître, l'équipe de mosaïque, archéologie, où on fouille selon des paliers de sécurité, puisqu'on est allé jusqu'à plus de 6 mètres de profondeur. Ça se réduit malheureusement à une petite fenêtre seulement. Donc ce qu'on a trouvé entre autres sont ici les tranches d'épièrrement, de pillage, de récupération des galeries du cloître. Donc dans le cloître, et vous avez ici, très didactique, la chronologie qui commence par un remblaiement au Moyen-Âge. Et les plus anciennes structures bâties que nous avons trouvées, ce sont ici les restes d'un ensemble monumental, ou proto-carolingien, donc c'est au début de l'époque carolingienne, c'est-à-dire l'époque de Charlemagne, au 5e siècle, qui était déjà une construction monumentale, vous voyez, avec un mur à deux parements, un foyer,
et avec une orientation qui est déjà proche de celle des premiers bâtiments romans, alors qu'il n'y a pas de contact entre les deux. C'est beaucoup plus profond, mais cela pose la question, c'est déjà quand même un bâti de longue date qui existe. Alors qu'on est ici avant la première mention du monastère en tant que monastère. Les origines de l'abbaye étant incertaines, on a aussi du mal à situer la raison pour laquelle on s'est installé dans ce secteur, si ce n'est qu'il existe effectivement une nécropole, d'abord une nécropole haut empire à distance, mais sur place il y a une nécropole de la fin de l'Antiquité, début du Haut Moyen-Âge, et c'est dans ce cimetière que se trouve aussi la tombe du saint fondateur. Donc ce n'est pas un lieu inoccupé. Voici donc le bâtiment claustral sud dont je parlerai, et vous voyez déjà l'état de désolation des bâtiments monastiques, mais c'est intéressant puisque par rapport à l'importance de l'abbaye, on a rarement un site monastique en France qui est si mal étudié, et donc pour nous c'était en quelque sorte une aubaine parce qu'il y avait un travail qui était resté pratiquement entièrement à faire. Et donc ici, ça nous donne une idée de la fouille, de l'apport de la fouille, c'est la complexité de la fouille. Ce que vous voyez là, les grands trous, ce sont des silos de stockage du Xe siècle qui ont livré un matériel osseux qui a été récemment étudié par le doctorant, c'est l'alimentation carnée. C'était très intéressant parce que la composition par rapport à d'autres sites archéologiques montre que la population qui a mangé ces animaux était une population privilégiée, avait accès à une viande de qualité, des animaux jeunes, beaucoup de porc, ce qui n'est pas tout à fait habituel à l'époque. Donc, cela pose la question, alors qu'on n'a pas de structure bâtie pour l'an 1000, on a apparemment une population qui serait tout à fait, qui doit déjà être sur place, la communauté doit être sur place, on est peut-être dans la zone des cuisines alimentaires, marchés, et avec des restes de l'alimentation monastique. Maintenant, pour parler donc de la relation entre les bâtiments du cloître et l'église. Je vous avais parlé en introduction d'un problème de datation qui existe depuis le début du XIXe siècle. Dans l'église abbatiale est incorporée une inscription de fondation qui est authentique, qui dit de 1116 et qui dit Hoc Templum, ce temple a été fondé donc, en l'an 1116 à l'octave de Pâques. Donc, ce que les gens n'ont pas vu, c'est que cette inscription n'appartient pas à l'édifice actuel, mais c'est un remploi qui n'a pas été fait pour son emplacement actuel et qui a été réutilisé. Toute cette zone de l'église, je vous montre, est faite avec des pierres récupérées sur l'église antérieure. L'église actuelle ne date pas de 1116, mais de la fin du XIIe siècle, et c'est pour cela qu'on a fait de Saint-Gilles pratiquement un précurseur d'un style roman tardif, en disant que ici tout se passe déjà à partir de 1116, mais c'était justement une erreur fondamentale d'attribution de cette inscription. Voici c'est l'analyse géologique sur le relevé pierre à pierre que Raikkarns a fait dans le cadre d'un programme, montre très très clairement qu'on a ici des matériaux de différentes natures que le reste de l'édifice. Ça c'est une livraison neuve, là ce sont des pierres récupérées et retaillées, ça se voit très clairement, et l'inscription en fait partie, tout comme les fondations que vous voyez ici, les fondations de ce mur qui ont été faites avec des pierres coupées d'un édifice du début du XIIe siècle, dont vous voyez ici les pierres avariées, détruites, ébréchées, tout comme l'inscription que je vous ai montrée, et même avec des éléments de sculpture. D'ailleurs, si vous regardez cela attentivement, vous voyez que ces fondations pour l'abbatiale actuelle n'ont pas été faites dans les règles, puisqu'au lieu de s'élargir vers le bas pour être assis et solide, se rétrécissent, devient de plus en plus faible vers le bas. Donc on a manifestement mal prévu le coup, et c'est d'ailleurs la raison pour des problèmes de stabilité qui déjà se sont manifestés dès la construction. Je vous épargne de détails de raisonnement archéologique parce que ce sera trop compliqué ici, mais on a donc des indices concordants pour dire que l'église antérieure, celle qui avait été construite en 1116, se situe ici, est un petit édifice probablement qui se situe sous la nef centrale de la crypte de la grande église.
Et c'est à cette limite-là que se rapporte le périmètre des bâtiments monastiques qui ont été détruits pour la construction de l'église actuelle. J'y reviendrai également. C'est-à-dire que vous avez cette configuration-là, avec la salle capitulaire à l'est, suivie de la maison abbatiale qui est mentionnée encore à la fin du Moyen-Âge, le bâtiment sud, bâtiment ouest, qui dépasse largement l'emprise de l'église actuelle, tout comme le cloître. La fouille du cloître a attesté aussi, pour la chronologie, une première occupation du cloître par des tombes à la fin. Le Carbone 14 donne une fourchette entre la fin du XIe, début du XIIe siècle, et ce qui est intéressant, c'est que des tombes du XIIe siècle, à proximité de l'église, ont été impactées par la déformation du terrain, par le poids de l'église qui a écrasé le terrain. Les tombes sont venues se pencher vers l'église, donc on voit que les tombes sont antérieures à la construction, les tombes qui ont été datées du début du XIIe siècle. Un autre argument pour lequel l'église actuelle ne peut pas être l'église de Mont-Sancerre. Voici comment ça se présentait. C'est intéressant que ce cimetière contient dès le départ des hommes et des femmes. Alors c'est un monastère d'hommes, des gens qui ont certainement le privilège d'être ensevelis avec les moines, et les tombes sont donc faites avec des coffres de pierre, des pierres de construction qui proviennent en partie du chantier de l'abbatiale. On peut voir aussi de quelle phase elles proviennent quand il y a des adhérences de mortier. Ici, trancher cette terre, ou ce mortier orangé, c'est ce qui reste de la galerie, des murs qui portaient les arcades du cloître et qui ont été complètement épierrés à la fin du XVIIIe siècle, avec l'installation d'un four à chaux et une destruction de la sculpture qui a été transformée en chaux vive. Donc, les bâtiments monastiques romans, antérieurs à l'église abbatiale, c'était un des grands challenges du programme archéologique, puisque leur forme actuelle est pratiquement méconnaissable, et ce sera à l'avenir aussi un grand challenge de présenter ça au public. Vous verrez, vous en verrez les différentes étapes de mise en œuvre. D'abord, la première mention explicite des bâtiments monastiques de l'abbaye de Saint-Gilles figure dans la bulle pontificale de la sécularisation en 1538 que j'avais citée, et elle a été plus ou moins, je pense, rédigée par les moines eux-mêmes qui n'avaient plus envie de résider dans un endroit trop exigu et insalubre. Et ce texte évoque les effets de la chaleur estivale entre le fleuve et les marécages, et détaille les mauvaises conditions pour justifier la démarche des moines pour obtenir l'autorisation du pape d'abandonner la vie commune. Je cite, je traduis: en effet, puisque ce monastère dans lequel repose le corps du susdit Saint-Gilles, auquel rendent visite les fidèles de toutes parts de manière dévote et vénérable, est situé entre la mer et le fleuve du Rhône, et dans un endroit chaud entouré de marécages, où pendant les temps de l'été, l'air est souvent très chaud, et puisque ces moines, établis selon les règles du ordre, doivent vivre dans leur espace claustral, ne possèdent ni chambre, ni cellules en nombre suffisant pour leur habitation dans le dit monastère, et que les chambres et cellules qui y subsistent sont souterraines, et par conséquent pour la plupart humides et inondables, de sorte qu'on ne puisse à peine y habiter, et que les dits moines sont en quelque sorte poussés à s'éloigner des dites règles instituées par leurs conversations fréquentes avec les personnes séculières au sein du même du dit monastère. Donc, et cette humidité des parties basses, nous les avons comprises lors des fouilles, puisque la terre dans l'ancien préau du cloître s'est accumulée bien au-dessus du niveau de circulation roman dans les bâtiments. Donc, on peut imaginer, avec les pluies torrentielles qui peuvent exister en automne, que ça devait s'engouffrer dans les bâtiments et être vraiment horrible. Il manque que les moustiques qui ne sont curieusement pas mentionnés dans ce texte. Donc, excite donc la communauté, et aussitôt les bâtiments sont transformés à des usages, en partie transformés en habitation canoniale et en partie transformés en bâtiments agricoles. C'est déjà que devant le cellier, vers 1600, s'entasse le fumier. Donc, c'est ici, d'ailleurs, à la vente des biens nationaux, 1791, on a des pressoirs, des pressoirs à vin et à l'huile. Et voici comment se présentent aujourd'hui les bâtiments monastiques
méconnaissable, envahi par des constructions adventistes postérieures à la Révolution. Le grand bâtiment sud éventré, recoupé, en partie reconstruit. Donc, et ici à l'est, également tout à fait éventré et malmené, une chapelle d'époque moderne construite en 1602-1603 qui avait déjà remplacé, était la première bâtisse venue remplacer un des bâtiments romans, c'est-à-dire la salle capitulaire, pour servir de chapelle pour la confrérie des pénitents locales. Et tout cela, vous voyez ici ces grands passages, les portes montrent qu'on a ici créé des hangars agricoles, il y a un pressoir encore dedans aujourd'hui, ou adossé des bâtiments pour servir de remise, et ici une table à bestiaux, à des moutons, pour moutons. Donc tout cela au 19e siècle. Donc il est extrêmement difficile de se faire une idée du bâti et de son état médiéval, ses états médiévaux. Le bâtiment Est, c'est pour cela que nous avons procédé à des relevés de différents types. Pour ceux qui s'intéressent à cela, ce sont des relevés en partie 3D numériques avec des moyens de la photogrammétrie, mais aussi pour les choses les plus particulières, le relevé manuel réalisé sur le monument par Ray Hansen. Et il n'y a rien de mieux, d'aussi performant que de dessiner manuellement sur l'échafaudage, parce qu'on analyse et on mesure chaque pierre, on la dessine, et cela aide donc à comprendre. Là, ici, la partie la plus ancienne des bâtiments monastiques de Saint-Gilles, c'est dans la chapelle des pénitents, c'est ce mur-là, attribué au XIe siècle, et transformé à de nombreuses reprises, entre autres par la construction de la chapelle des pénitents en 1602, qui a d'ailleurs lu une belle étude des techniques de construction d'époque moderne auxquelles très peu de gens s'intéressent. Et il existe ici un témoignage de l'ancien état du monastère au XIIe siècle, puisque encore le mur du XVIIe siècle, ici de la chapelle, préserve un passage qui se trouve aujourd'hui dans les remblais de la place derrière et qui existait au XIIe siècle, circulait à l'est de plein pied et peut-être avec un escalier, avec les abords du côté du cœur de l'abbatiale. Donc il y a une configuration du terrain tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. La façade de la chapelle, façade construite en 1602 avec ses différents états de transformation. Ici c'est relevé stratigraphique. Donc je passe un peu rapidement, juste pour vous montrer comment on aborde ces sujets difficiles. Le bâtiment sud est construit dans un deuxième temps, il s'appuie contre la salle capitulaire, avec un tout petit fragment du mur de façade de la salle capitulaire qui est encore en place et qui est pris en tenaille par ce grand bâtiment de la première moitié du XIIe siècle, et qui est un grand bâtiment prestigieux, conçu avec un principe métrologique, même un découpage proportionnel du plan, et une construction en pierre de taille prestigieuse qui met en valeur cette pierre de taille pour les parties les plus visibles. À l'intérieur, une grande salle à l'étage qui occupe toute la longueur du bâtiment à l'époque, donc qui est ici, et qui communiquait, vous voyez ici, par un grand portail au niveau supérieur du cloître avec l'église de l'époque, qui n'est pas l'église actuelle, mais on circulait entre l'église haute, qui était déjà divisée en crypte et église supérieure, on passait par le cloître, par l'étage du cloître, pour rejoindre cette salle qui était soit un dortoir, soit un réfectoire. Voici comment ça se présente. On voit ici donc, l'arrachement des arcades et le niveau de circulation ici, et, qui permettait donc de faire le tour du cloître à ce niveau-là. Bon, j'ai fait ici un dessin un peu schématique pour situer les arcades, et puis les restes d'une façade prestigieuse avec des arcades sur lesquelles reposait la charpente qui couvrait le cloître, une ordonnance de grandes fenêtres à lancette, de l'autre côté des fenêtres plus grandes qui cherchaient le jour au sud, et le portail monumental qui a été très vite fermé, parce que lorsqu'on a commencé à construire la grande abbatiale, il n'y avait plus de passage et cette circulation devenait obsolète. Désormais, on devait circuler certainement par l'est, puisque l'église est 2 fois plus longue
la nouvelle église de la fin du XIIe siècle était 2 fois plus longue que l'église précédente. Toujours le bâtiment sud, donc qui est celui-ci, à l'intérieur, était doté pour l'étage d'une architecture très prestigieuse avec des demi-colonnes, chapiteaux, un parement de pierre de taille, quelque chose qui vraiment était fait pour la représentation, alors que le rez-de-chaussée est aveugle, peut-être à un endroit de stockage. Au sud, de grandes fenêtres qui cherchaient le jour. On a le même type d'architecture au cloître canonial de la cathédrale d'Arles à la même époque. Et rez-de-chaussée également en pierre de taille avec des pilastres sculptés. Cette arcade-là bordait la galerie du cloître à son niveau inférieur. Obturation avec des pierres qui sont parallèles aux pierres, à la taille de la pierre de l'abbatiale actuelle. Cette obturation est contemporaine donc, de la construction de la grande abbatiale commencée vers 1180, car, comme je le disais, cette circulation ne pouvait plus fonctionner avec ce nouvel édifice puisqu'il n'y avait plus de portes qui étaient prévues à ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là qu'on abandonne la circulation en hauteur, on démonte apparemment le plafond de circulation, qui était plancher de circulation, et on le remplace par une toiture en appentis, en remontant de 4 assises le mur périphérique, ici avec une charpente qui était donc logée dans ces pierres en crochet sur lesquelles s'appuyait cette toiture en appentis. Puis, le bâtiment occidental, troisième temps, j'avais dit qu'il y a un véritable ordre chronologique de la construction des bâtiments monastiques du XIIe siècle qui est très clair. Est d'abord, puis le sud, et puis à distance du bâtiment sud, le bâtiment occidental avec un prolongement du cloître. Et comme vous le voyez, le volume de ce bâtiment occidental se prolongeait sur un tiers encore de la façade actuelle. Le bâtiment était beaucoup plus grand et vous sentez que, en construisant la grande abbatiale actuelle, les moines ont carrément sacrifié un tiers de leur espace vital. Le cloître, au départ, était pratiquement de surface carrée. Donc ce grand bâtiment occidental, milieu du XIIe siècle environ, par son type de construction, cherchait le jour du côté du cloître par ses fenêtres rectangulaires et était également bordé d'arcades sur lesquelles s'appuyait donc ce niveau de circulation. Et c'est le reste de cette élévation qu'on trouve encore devant la façade actuelle dans les substructions de l'escalier d'accès qui est encore en place aujourd'hui. Toujours les relevés de Heikranz qui montrent ici donc les différents états de ce bâtiment. Intéressant que ce bâtiment a été dans un deuxième temps raccourci, coupé, parce qu'on a détruit l'extrémité nord qui dépassait lorsqu'on a construit la grande abbatiale. Il fallait libérer la place pour construire sa grande façade. Et donc, du coup, on a coupé cette salle et on l'a transformée par la construction de grandes voûtes, sur croisées d'ogives qui sont inspirées des voûtes de la crypte. Et en créant aussi ces très très grandes fenêtres qu'on a également dans la crypte. Donc on a avec ce rapprochement formel, toujours calé très très bien le chantier des bâtiments monastiques et de leur transformation par rapport au chantier de la grande abbatiale. Façade nord, dans le deuxième temps de ce bâtiment, ce bâtiment occidental est raccourci et doté d'une nouvelle façade sur le parvis, et c'est un des grands enjeux de la mise en valeur et restauration de ces bâtiments qui va se faire dans les années à suivre. C'est-à-dire que c'est un patchwork, un palimpseste de très très nombreuses transformations, et on a ici en gris encore c'est les derniers restes de l'élévation du XIIe siècle qui sont présents. Évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile à lire, très difficile à faire comprendre au public, au grand public, tout comme ici un portail de 1600 environ qui appartient à la transformation de cette élévation en bâtiment canonial. Donc, plan du cloître, lorsque la grande église est construite, évidemment, la galerie nord du cloître devient obsolète parce que l'église prend la place de la galerie nord du cloître, qui est alors détruite, démontée et reconstruite plus au sud. Et c'est cette galerie-là qu'on a fouillée et dont on a pu identifier, heureusement, quelques restes qui sont restés en place en remplissage
d'une tranchée de récupération, puisque les démolisseurs du XVIIIe siècle ont cherché un peu tout ce qu'il y avait de pierre. Ils ont cherché aussi la tuyauterie d'une canalisation qui traversait le cloître, et ils ont rempli la tranchée de récupération avec quelques restes de cloître roman qui sont de toute beauté, donc la sculpture. Donc on n'a que ses yeux pour pleurer tout ce qui a disparu, puisque c'est la seule grande pièce à tailloir qui coiffait à l'origine une double colonnette, une colonnette géminée. On voit la finesse de la sculpture qui est la même que celle de la façade. On a également, dans des fouilles dans la galerie, identifié un caveau du XIVe siècle qui était, lors de l'abondant au XVIIIe siècle, rempli avec des restes de sculptures funéraires. On avait de grands monuments funéraires dans le cloître qui s'étendaient du début du XIIIe jusqu'au XIVe siècle, avec ici donc les restes d'un très très beau monument gothique du milieu du XIVe, et ici un tombeau des environs de 1200, et avec la restitution ici faite par Marie-Pierre Polotti, doctorante à l'Université d'Aix. Donc maintenant, l'église, en deuxième partie, présentée après la construction des bâtiments monastiques, le projet de l'église. Donc le monastère est en place, les bâtiments monastiques, avec une église assez petite qui correspond ici au pointillé en rouge. Et c'est donc vers 1170, probablement 1980, que les moines conçoivent le projet de reconstruire leur église. Et de reconstruire une église colossale par rapport à ce qui existait précédemment. Les moyens financiers devaient être dans le vert. À l'époque, l'église n'est pas seulement très très grande, mais elle est construite aussi avec une certaine surenchère décorative dont fait partie la grande façade occidentale que tout le monde connaît. Et cette église s'inspire alors d'architectures exogènes qui ne sont pas dans les modèles, ne sont pas dans la région, à part Saint-Cernin de Toulouse, et on met en place un projet qui d'ailleurs n'est pas forcément pas tout à fait facile à réaliser. Ce que vous voyez ici en bleu, c'est l'orientation des nouveaux bâtiments qui est en décalage avec l'église précédente. C'est pour cela qu'à l'intérieur de l'église, elle est tordue. On a le mur nord de l'église qui n'est pas parallèle, mais qui suit l'alignement des bâtiments antérieurs. Donc on a essayé, à la fin du XIIe siècle, de réorienter, peut-être vers le soleil, mieux vers le soleil, la nouvelle église, mais avec un effet pervers. L'église, la largeur de la nef est supérieure de 2 mètres ici à la largeur à l'entrée de l'abside. Donc il y a un défaut de géométrie, alors que le chœur, comme j'ai pu le démontrer dans mon étude, est lui parfaitement, ou presque parfaitement géométrique. J'y reviendrai. La construction de cette église, vous imaginez, ne va pas, ça ne se fait pas naturellement. Il y a beaucoup d'étapes, vous voyez ici, qui ont été identifiées notamment par Heilgransen et Götz Echter, qui ont travaillé sur la crypte, et c'est notre infographe, architecte Götz Echter, qui a fait ces restitutions tridimensionnelles de différentes étapes de construction. La nef est construite d'abord avec des fondations, comme je vous l'ai dit, qui s'avèrent par la suite insuffisantes. On semble avoir constamment évolué, développé le projet et conçu une idée de construire l'église plus haute qu'on l'avait prévu initialement. Donc c'est cela le problème de ces fondations qui ne sont pas assez puissantes et qui s'arrêtent d'ailleurs, curieusement, quand on les a fouillées, pas trouvé de substrat. Normalement, on sait aussi par les traités, hérité encore de l'Antiquité, qu'il faut chercher le dur, le solide, en fondant une église. Là, apparemment, les ouvriers se sont arrêtés. Comment dire, on n'a plus envie de creuser plus loin, et ils sont restés sur des remblais. C'est pour cela que l'Église a, dès le départ, contracté, c'est quoi ça? Contracté un grand problème, puisque la façade occidentale a été en plus construite à cheval sur un mur antérieur, l'une des églises antérieures, et s'est cassée en deux, puisque les fondations de la moitié sud sont trop faibles. Là, c'est en fait une mise en évidence du problème géométrique qui se pose avec l'église. Les pointillés au centre montrent l'orientation
de l'église antérieure, qui a certainement servi de fondation, et le pointillé ici montre la position que devrait avoir ce mur-là s'il était parallèle. En fait, on a essayé d'en trouver la trace et la cause par des prospections géoradar, une méthode non intrusive qui permet donc de repérer les structures bâties dans le sous-sol, mais ici à Saint-Gilles, malheureusement, il y a des conditions défavorables à cela, humidité dans le sol, et donc on a payé une fortune pour ces prospections dans toute l'église, qui n'ont malheureusement rien permis de découvrir. En revanche, dans le chœur, dans l'espace de l'envers et du chœur, des sondages faits par l'INRAP et par Mosaïque Archéologie ont permis de compléter les données des fouilles des années 70, et on a donc l'idée là de la nature des fondations et des niveaux. Donc, deuxième étape, on amorce ici des fenêtres très très petites d'abord, un projet modeste qui est directement modifié très peu après avec la création de fenêtres plus grandes. Une autre chose intéressante, c'est la manière dont a été conçue la travée qui abrite le tombeau du saint, héritage de l'église antérieure, au moins pour le plan. Et cette travée a été équipée d'un petit escalier mural pour le célébrant, qui permettait au célébrant certainement de descendre du niveau supérieur au niveau inférieur, puisqu'il y a aussi au niveau supérieur, il y a le chœur monastique ici, avec un autel qui surplombe le tombeau du saint. On sait par le témoignage du Codex Calixtinus que vers 1140 déjà, il existait une sorte de bipartition des reliques. Il y avait le tombeau du saint, où il gît depuis anciennement, comme dit Antiquitus quiescit, et on a la chasse de Saint-Gilles, une œuvre d'orfèvrerie figurative qui se situe dans l'église supérieure. Les deux ne sont pas ensemble. Donc à un moment donné, on a dû prélever des ossements du tombeau, recéler le tombeau et placer ça dans le reliquaire. Un reliquaire d'ailleurs qui est écrit sur plusieurs pages, c'est la description artistique la plus longue du Codex Calixtinus après la description de la basilique de Saint-Jacques à Compostelle. Autre témoignage de l'importance de Saint-Gilles dans ce document. Donc voici maintenant à nouveau les relevés. Donc Reich a relevé tout ce mur en pierre à pierre manuel pendant des mois, ce qui est un exploit puisque l'air est très insalubre dans la crypte et on tombe malade. Donc, à relever donc, aussi les signes lapidaires, les traces de transformation. On a les traces donc, de transformation en chapelle de certains espaces, et surtout aussi la transformation des fenêtres agrandie à un moment donné pour donner plus de lumière, avec un changement du projet de la crypte où on a introduit ces magnifiques voûtes ornées de ces grandes bandes de pierre taillée, qu'on appelle les ogives, ces bandes transversales, et qu'on a introduit en même temps au chœur. Alors qu'ici, on est au niveau de la crypte, dans le chœur, on était déjà à 20 mètres d'élévation. On a en parallèle un chantier qui a commencé à la fois dans la nef et dans le chœur, certainement pour disposer le plus rapidement possible de ces deux espaces, l'un certainement pour les laïcs et pour la communauté monastique, et un autre pour les grandes fêtes à l'est. Et c'est une des particularités de cet édifice qui a été donc commencé et construit avec des étapes un peu particulières. Ce n'est pas une construction horizontale sur l'ensemble, mais avec des préférences, notamment la préférence sur le grand chœur. La grande église est, pour la crypte, aussi équipée dès le départ d'un grand escalier de descente pour les pèlerins. L'escalier actuel et l'escalier d'origine. Et c'est une nouveauté certainement qui n'existait pas dans l'ancienne église. On a tout de suite prévu ici que les pèlerins venant en foule, notamment grand nombre pour les grandes fêtes, puissent descendre et se rapprocher du tombeau, ce qui n'était pas possible dans l'église, la petite église antérieure, comme le dit très très clairement le livre des miracles. Et on a des choses curieuses comme cette fenêtre qu'on peut restituer par voie numérique, comme vous le voyez, qui cherchait la lumière sous le seuil ou devant le seuil du portail nord. 3 portails ont été inscrits dans la façade, avec 3 programmes décoratifs différents d'ailleurs, 3 thèmes différents, donc avec probablement aussi une fonction différente. Troisième escalier, qui est ici, un escalier réservé à la communauté monastique, qui pouvait
à Sambre, donc monter depuis le cloître, depuis une porte au rez-de-chaussée du cloître, vers l'espace de la nef centrale et également rejoindre cet espace autour de l'autel qui surplombait l'autel du Saint et qui était réservé à la communauté monastique. Voici l'aboutissement de cet escalier. Donc on a vraiment un système de circulation à 2 niveaux qui est très complexe, avec ces 3 escaliers qui n'avaient pas la même fonction. Ici, les pèlerins qui ne peuvent pas peut-être dépasser cette limite-là, la communauté pour les grands offices et le célébrant et ses acolytes qui peuvent circuler peut-être pendant un même office entre le bas et le haut. Et voilà donc la progression de la construction, avec donc en dernier la construction de cette travée, de ces 2 travées et des parties hautes de la façade. On a attendu le dernier moment pour fermer ce trou, tout simplement parce que la façade s'ouvrait de plus en plus. Ce sont donc là les recherches de Rijkaard qui ont très clairement démontré que cette déformation de la façade a été catastrophique pendant les premières décennies du chantier roman et a été la cause aussi donc, de modifications dans le programme iconographique. Voici donc un autre dispositif, donc le jubé, qui fermait la partie des laïcs aux 3 travées occidentales et qui était positionné donc ici, je l'ai indiqué tout simplement par ces lignes jaunes, pardon, qui montrent que justement les 3 travées occidentales pouvaient être accessibles, alors que les 3 autres travées, donc la moitié de la nef, ne l'étaient pas. Restitution aussi des arcades d'origine. Lors des destructions protestantes et la reconstruction, on a complètement changé cette architecture en installant des arcades très basses, brisées au milieu du XVIIe siècle. Donc, mais on a encore la naissance des arcades qu'on a pu restituer avec leur tracé et qui nous donne une idée de la partie basse de la nef. On ne sait même pas d'ailleurs si la partie haute de la nef a jamais été achevée. J'y reviendrai. Donc voici ces arcades basses du XVIIe siècle qui ont cette forme biscornue que vous avez certainement remarqué si vous avez déjà visité Saint-Gilles. Donc ces voûtes disproportionnées qui sont le fruit de la reconstruction du XVIIe siècle. Une reconstruction qui, je l'avais dit, a été financée en partie par le démontage du chœur. C'est d'ailleurs pas inintéressant que le premier projet, le premier prix fait de reconstruction de l'église en 1650 était encore plus pauvre, plus modeste. On devait simplement bâtir une charpente sur l'église écrétée et un deuxième préfet, quelques mois plus tard, dit non, il faut dépenser plus parce que cette église n'aurait pas forme d'église, c'est-à-dire il n'y aurait pas une nef centrale surélevée avec des fenêtres, il n'y aurait pas de voûte, etc. Et on a augmenté, on a triplé le coût pour construire l'église qu'on a aujourd'hui, et ce triplement du coup a condamné finalement les vestiges du chœur parce qu'on a dû le démonter et le vendre pour financer ce chantier. Ce qui m'amène au chevet et ces pauvres restes que vous voyez qui ont survécu tout simplement parce qu'ils étaient encombrés et ont échappé aux démolisseurs qui se sont arrêtés dans les années 1820 à peu près. On a laissé que ce bout, donc le bout de la vis de Saint-Gilles, à cause de cet escalier en vis en pierre de taille qui est devenu un modèle de son genre depuis le traité des 11 livres d'architecture de Philibert Delorme, publié en 1567, donc c'est déjà une œuvre célèbre à la Renaissance. Mais le propriétaire, maire de Saint-Gilles de l'époque, voulait même démolir cet escalier aussi avec des arguments un peu fallacieux, et on critique déjà dans les années 1820 qu'il n'a pas laissé assez de maçonnerie comme c'était prévu et préconisé pour le consolider. On avait des problèmes de stabilité, c'est pour cela qu'il y a ce chicot de l'élévation, mais son niveau d'arrachement ici n'est probablement pas, je dirais, un niveau de démontage, mais c'est probablement l'arrêt du chantier de la fin du chantier médiéval. J'y reviendrai. Voici donc la restitution du chœur qui est très compliquée à cause de son état, donc finalement comme témoin uniquement de cette partie-là, qui est donc le contact de la première chapelle et du bas-côté
du chœur et le transept étant complètement rasé pour faire ce passage qui traverse l'église. C'est donc très compliqué, il faut avoir recours à des comparaisons, mais il n'y a aucun monument qui soit comparable directement. Saint-Gilles n'est pas la copie d'un autre monument, mais c'est la synthèse de différents modèles. Et c'est un monument étonnant. Donc j'ai fait pendant très longtemps là, vraiment une étude pierre à pierre de l'ensemble, et il y a des choses vraiment remarquables là-dedans. Par exemple, les grandes fondations construites donc surtout le pourtour avec un rythme de pose des fondations que dont je vous dirai pas le détail. En revanche, on a, avant la construction des élévations, sur le lit d'attente, gravé le plan avec un fer gravé sur le lit d'attente, donc sur la surface supérieure des fondations saillantes. Que vous voyez ici, ce que j'ai retracé en rouge, ce sont des traits qui sont gravés au compas, à la ficelle, à partir d'un pivot central. Et il y en a effectivement partout ces éléments. Et mieux encore, ça c'était une des grandes découvertes ici, parce que c'est rarissime. Et justement, c'est le genre de choses qu'on ne voit que quand on dessine chaque pierre et on les mesure, en ayant l'œil dessus. Cela n'est pas une marque lapidaire, aussi une marque de tâcheron, comme on dit, on avait foncé d'abord. Non, ce sont des marques géométriques qui ont servi au positionnement de cordage qui place l'axe des chapelles. Donc il y a un principe géométrique très élaboré qui a finalement présidé préluder à la mise en place de ce plan du chœur, qui est donc très rigoureux, mais qui conduit à un problème ici. Il y a 20 cm d'erreur, c'est le fruit du problème de cette convergence des murs qui n'était pas parallèle. Donc du coup, le plan du chœur, qui a été construit comme un ensemble rigide, avec sa propre logique, ne pouvait pas coller ni de d'un côté ni de l'autre. Donc il y a des problèmes qui sont inhérents. Voici donc c'est les relevés qui montrent d'ailleurs aussi, à un autre endroit, ici en élévation, ça c'est la chronologie de la construction, qu'il y a des problèmes de raccord justement entre les murs droits et les murs courbes qui se créent là où la géométrie devient contraignante. Cette construction du chœur est tout à fait remarquable, avec une pensée qui n'est pas seulement rigoureuse pour le plan, mais aussi rigoureuse pour l'organisation de la construction. On a par exemple, à partir d'un certain niveau, des pierres normées, de hauteur d'assise normée, avec 3 modules qui alternent. On a une alternance, curieusement, toujours de 2 espèces de pierres, avec une teinte un peu différente, une dichromie. On a un usage, une utilisation massive de fer, de crampons de fer pour consolider la maçonnerie, qui sont cachés dans la maçonnerie, mais la présence du fer et la corrosion et la dilatation thermique a fait exploser la pierre et a mis à nul ces agrafes métalliques, qui ont été utilisées aussi, peut-être déjà pendant le chantier, pour les réparations d'accidents. Un monument donc, qui profite avec ce fer, c'est normalement une spécificité du développement du gothique. Les chantiers gothiques, on a une assimilation déjà d'idées du gothique, mais le monument reste complètement dans les formes romanes. Voici donc le portail nord. Quand on est aujourd'hui à Saint-Gilles, on ne se rend pas du tout compte qu'il y avait un espace transversal important, le transept, qui était entre la nef et le chevet, et qui avait ses propres portails sculptés. Hélas, tout ça a disparu, sauf un fragment du tympan qu'on peut maintenant attribuer à ce portail nord, et certainement de grandes figures sculptées ici. Donc on a à nouveau que les yeux pour pleurer la perte d'un monument vraiment avec des éléments très prestigieux. C'est dans cette construction, qui est une construction militaire de l'époque des guerres de religion, datée par des graffitis qui commencent dans les années 1620, et qui contrôlait le chevet déjà effondré, qu'on a ici les indices d'un arrêt de construction, qui est ici à cette hauteur. Donc probablement le monument n'a jamais été achevé. Toute cette partie-là, à partir d'ici, n'appartient plus déjà au chantier roman, mais intègre les premières formes du gothique importé dans le Midi dans les années 1260. On a un texte qui parle justement de l'embauche d'un maître d'œuvre, Martin de Launay, par la communauté monastique qui veut, sous instigation du pape,
de l'époque, Clément IV, qui est un ancien moine de Saint-Gilles, qui donne l'argent, veut construire et continuer, et si possible, à achever l'abbaye, et embauche donc ce maître d'œuvre. Et c'est certainement à cette époque-là qu'appartient la reprise des parties hautes du transept avec un nouvel escalier d'un type gothique. Donc on a des parties authentiquement gothiques du XIIIe siècle, mais qui s'inscrivent dans le projet roman, qui le prolonge. Mais la dynamique ne reste pas, c'est quelques années, et ça s'arrête à la mort du pape peut-être. Donc un grand projet dont on sait par les sources du XVIe siècle qu'il n'a jamais été achevé. On dit même dans une source début du XVIe siècle que cette abbaye serait la plus belle du royaume si elle avait été achevée et qu'il faudrait 100 000 livres pour faire ces travaux d'achèvement. Une somme colossale. Donc, modèle du projet de la Grande Abbatiale, cela peut se faire donc, ici par la superposition des plans numériques au laser à l'échelle, donc qui montre ici quelque chose d'étonnant. On a cette grande église de Saint-Antulus, qui est la plus grande église romane du sud de la France, et si on fait abstraction des tours de façade qui, dans le projet de Saint-Sarnin, sont venus dans un deuxième temps, Saint-Gilles a exactement pratiquement la même largeur que Saint-Sarnin. Sauf que Saint-Sarnin est divisé en 5 vaisseaux et Saint-Gilles, les proportions sont plus grandes, donc 3 vaisseaux, et le chœur de Saint-Gilles englobe le chœur de Saint-Sarnin. Tout comme il englobe aussi le chœur de la Grande Abbatiale de Cluny, et il englobe aussi le Saint-Sépulcre, le chevet construit par les croisés à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui est le plus proche parallèle. Donc on a dans une sorte de palmarès, de panthéon de grands monuments romans du XIIe siècle, et puis aussi la nouvelle génération des églises gothiques, qui sont certainement dans la vision du bâtisseur, du concepteur, que l'on ne connaît pas. Je n'utilise délibérément pas le terme d'architecte, puisque architectus, dans les sources du XIIe siècle, désigne habituellement le commanditaire et non pas le maître d'œuvre, et même le terme de maître d'œuvre est inapproprié parce qu'il désigne souvent le régisseur des travaux et non pas le technicien, l'artisan qui conçoit. Donc je préfère dire concepteur de ce projet que nous ne connaissons pas. L'institution virtuelle donc, qui est maintenant faite à partir des moyens numériques, très chronophage, donc à partir de ce scan, cette photogrammétrie 3D, donc c'est Götz-Echternach et cela, et qui a aussi numérisé une série entière de coupes et de plans d'églises du XIIe siècle pour les comparer. Vous avez ici, donc, dans son logiciel, toutes ces coupes qui concernent le chœur, pour retrouver les grands axes du projet de Saint-Gilles, avec plusieurs possibilités. Ici, au-dessus des arcades, qui sont sûres, un triforium et des fenêtres hautes, puis la voûte. Si c'était ce projet-là, on serait à 30 mètres d'élévation. On est donc dans la dimension des premières grandes cathédrales, voire au-dessus. Si on superpose cela à certaines grandes églises du XIIe siècle, Paray-le-Monial, église clunisienne, vous voyez que les arcades du chœur de Saint-Gilles s'élèvent presque à la hauteur de la naissance des voûtes de Paray-le-Monial. Donc c'est tout stupéfiant. La cathédrale de Noyon, un des grands édifices de la première génération des cathédrales gothiques, même chose, les arcades de Saint-Gilles s'élèvent pratiquement jusqu'à la naissance des fenêtres qui sont à hauteur des voûtes de la cathédrale de Noyon. Ou la cathédrale de Sens, première cathédrale gothique, commencée en 1140, même propos, on est toujours à Saint-Gilles dans une forme de gigantisme. Donc voici maintenant comment se met en place la restitution. Donc c'est une belle, très, comment dire, louable. Le travail sur le scan, la photogrammétrie de l'existence est beaucoup plus difficile que de construire une maquette virtuelle ex novo. Et donc ce sont là, c'est le fruit de nombreuses réflexions et comparaisons, et surtout de la prise de mesure sur l'existant, et qui conduit donc à cette réalisation progressive
des parties que nous pouvons légitimement restituer pour le chœur, puisque les parties hautes nous échappent. Donc vous avez ici quelques visions, et cela nous a permis aussi de, à la fois, rendre hommage à ce dessin qui avait été commandé au XIXe siècle par un érudit, curé de Saint-Gilles, à un dessinateur. Le dessin n'est pas mal, pas mauvais, mais il est erroné, parce que les gouttes que vous voyez ici sur croisées logiques n'ont pas existé dans le déambulatoire, et surtout les proportions sont différentes. Proportions sont tout à fait importantes. D'ailleurs, vous voyez ici le petit personnage, c'est à l'échelle. Là, on est dans une perception, on peut mettre en place cette perception des proportions grâce aux moyens numériques. D'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être d'entre vous déjà visité le Saint-Sépulcre de Jérusalem, on a effectivement ici une ambiance très saint-sépulcrienne quand on entre dans cette partie du déambulatoire. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais donc j'ai voulu vous exposer aujourd'hui, privilégier ces approches qui sont, comme je l'avais dit en introduction, le prix à payer pour avoir une vision de ce monument dans son ensemble, comprendre la genèse, comprendre sa grandeur, son importance, saisir aussi l'essence de ce grand projet. Parce que sinon, tout ne resterait que spéculation et effectivement, c'est uniquement par cette voie-là qu'on peut innover la vision de l'architecture médiévale, de l'architecture ancienne. Je vous remercie. Sens unique pour les pèlerins. Et vous avez une réponse sur moi? Une déambulation dans la crypte, c'est vraiment, là, j'ai énormément simplifié. La crypte est très compliquée. Parce que, en fait, la crypte, elle préfigure le plan à 3 vaisseaux de l'église haute, mais elle n'est pas réalisée sur tout son contour. Ça tient au terrain. Parce qu'il y a des parties qui n'ont pas été réalisées, notamment la crypte ne s'étend pas sous le chevet. Sauf que dans un tout premier temps de la construction, on a avancé, il y a des diapositives que j'ai sorties parce que c'est trop compliqué, sous la croisée, on avait, avant la construction du chevet, des élévations, une sorte de prolongement provisoire, un église provisoire au sous-sol qui a été remblayé après dans le chantier. Donc la crypte était effectivement plus grande à l'origine, et on a peut-être eu l'idée de la construire sur tout le pourtour, mais on n'a jamais réalisé la côté nord derrière l'escalier. Ce qui est très clair, c'est la partie accessible au pèlerin, elle est pleinement développée avec la côté nord, une aile centrale, la côté sud, et elle se tend jusqu'à l'espace qui certainement n'était plus accessible. Il y a différents indices d'ailleurs sur ceux que les pèlerins ont pu, là où les pèlerins ont pu circuler. On a par exemple des croix gravées, des graffitis en fin du Moyen-Âge, et qui, par leur position, on voit où il y a les croix et où elles ne sont pas, montrent la présence de cloisons qui géraient l'espace. Donc manifestement du côté du cloître, la circulation n'était pas possible, parce que c'était la communauté qui passait par là. Donc on pouvait se rapprocher du tombeau, mais uniquement par l'ouest. Et c'est certainement aussi quelque chose, je ne sais pas qui pouvait accéder carrément à la travée où se trouvait le tombeau, parce qu'il y avait une espèce liturgique qui était réservée au village. Aujourd'hui, on a étonné une grande volée d'escalier pour les pèlerins, mais il n'y a pas une remontée, ils se croisaient dans la descente. Oui, ça c'est effectivement un volet.
parce que c'est tout à fait vrai, normalement, quand on a une crypte au XIIe siècle, il y a un système parallèle qui est fait avec un accès d'un côté et la sortie de l'autre. Par exemple, à Saint-Honorat-les-Aniscornes, où nous avons étudié une autre église en Terre Sainte, il y a à Bougoche, ceux qui connaissent peut-être, c'est bien connu, l'église à pèlerinage aussi, avec deux dispositifs parallèles, symétriques. Là, pour des raisons thémographiques, je pense, c'est pas vraiment possible. Mais vous avez raison, c'est peut-être pour ça que l'escalier est très large. Et aujourd'hui encore, on a une rambarde au centre pour axer, pour gérer ce croisement. Mais dans les cryptes où il y a des systèmes avec des couloirs symétriques, c'est très étroit, vous ne vous croisez pas. Donc là, effectivement, l'escalier est très large et très généreux. En fait, dans la dite crypte, elle se termine au fond par un mur aveugle et brut. Oui. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose. Non, très très bien. Vous lancez les balles, donc c'est très bien parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas pu dire. Donc c'est souvent par le biais des questions que je peux rajouter des informations. C'est effectivement les piliers dans lesquels qui disparaissent dans ce mur. Le mur est un mur de refend. Il a été créé pour fermer un espace qui devait continuer. Au centre, il y a des piliers on sait par les fouilles de l'autre côté, il y a des piliers avec des attentes pour des voûtes des deux côtés. Mais un côté n'est pas visible parce que c'est dans les remblais sous le transept. Donc il y a une conception, ça devait continuer pour l'espace central, et pendant le chantier, ça continue. Parce que jusqu'à l'achèvement des fondations du chœur, on avait un espace central sur deux travées qui continuaient avec des nœuds longitudinaux et une charpente. Ça a été trouvé en fouille, revérifié à la fin, il y a un an maintenant, il y a en fouille. Donc il y a des choses qui ne se voient plus. Depuis la fermeture, par ce mur-là, on a bloqué l'accès à une partie qui existait, qui continuait encore sur deux travées. Vous avez pu fouiller derrière ce mur? Oui, en fait, nous, on a accompagné pour l'architecture parce que la fouille a été faite par Mosaïque Archéologie, une entreprise agréée qui a aussi fait les fouilles du cloître. Et sinon, par l'INRA, qui est habilité à faire des diagnostics. Mais dans les années 70, déjà, il y avait des excavations qui n'étaient pas proprement archéologiques. C'est l'association locale qui a d'ailleurs descendu sur de très très grandes profondeurs, ce qu'on ne peut plus faire du tout aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Et malheureusement, là, sans observation stratigraphique, on a rajouté des observations stratigraphiques en fouillant dans les zones qui n'étaient pas encore impactées par ces fouilles des années 70. C'est dangereux de poser des questions parce que vous avez peut-être trop de réponses. Mais bon. Vous avez évoqué l'église Saint-Trophime d'Arles. Oui. Est-ce que vous pouvez établir un lien à la fois en termes de datation, de construction et également de correspondance Oui, tout à fait. Pas pour l'architecture, parce que Saint-Trophime, justement, est un peu le chef-d'œuvre de l'art roman provençal de l'époque, d'un type totalement différent. C'est ça qui est étonnant à Saint-Gilles, ils n'ont pas du tout bâti une église de type provençal. C'est plutôt une église de type bourguignon, avec des piliers à demi-colonne, qui n'est pas du tout coutume en Provence. Aussi, ce type de déambulatoire, il n'y a qu'un seul déambulatoire chapelleriement, c'est la crypte de Montmajour, qui elle, est aussi exceptionnelle et qui est d'un type tout à fait différent. Il n'y a pas ces piliers complexes. En revanche, ce qui est vraiment parallèle, et que je n'ai pas montré ici parce que je vais faire un choix, c'est la façade. La façade de Saint-Trophime est la partie centrale de Saint-Gilles. Et selon un projet qui n'a pas été exécuté à Saint-Gilles. À Saint-Gilles, il y a eu ce problème de la déformation de la façade qui s'est cassée en deux et la partie haute du portail central n'a pas été réalisée selon le projet d'origine. Ça, on le voit très très clairement, ce sont les recherches de Harikans qui ont démontré qu'il devait y avoir aussi un petit porche en avant-corps avec un toit en garde, comme à Saint-Trophime. Et c'était, pour les raisons de stabilité, impossible de réaliser cette partie. Mais la sculpture est tout à fait parallèle avec des
quelques détails de l'iconographie apparaître, qui a l'épaule, le centre figure, et les apôtres qui s'appuient sur les monstres anthropophages, c'est le même programme. Finalement, on a certainement pris Saint-Gilles comme modèle à Saint-Trophine, puisque Saint-Trophine, c'est la réduction. Et Saint-Trophine peut être assez bien daté des années 1980, 1990. Donc, on est dans les mêmes. Dans la même. J'ai pas dit que la façade de Saint-Gilles a d'ailleurs une particularité unique, à mon sens. C'est la seule façade datée par numismatique. Je ne vais pas montrer ici parce qu'il y a une représentation de monnaie, d'échange de monnaie, donc la scène de la résurrection, les 5 femmes qui achètent les parfums pour embaumer le corps du Christ. Et la sculpture du tas de monnaie montre 4 types de monnaies identifiables. Et on a donc donné ça à 2 numismates différents, compris. Les monnaies représentées sont toutes les monnaies languedociennes provençales de l'époque, entre 1150 et 1250. Déjà, pour cela, la date 1116 est totalement impossible, puisqu'on a ces représentations de monnaie qui sont très clairement sous des Raymondin et du Marquisat. Et c'est des arguments qui, normalement, on n'a jamais. Et là, la sculpture est si fine qu'on a voulu montrer carrément que ces monnaies étaient des monnaies réelles. Est-ce qu'on sait d'où viennent les pierres, de quelle carrière viennent les pierres comme ça Oui, en fait, il y a le gros de la pierre bâtir normale, parce que je n'ai pas parlé de la façade serait tout un sujet encore plus. La pierre ordinaire provient des carrières en amont du Rhône, probablement Beaucaire, dans la région de Beaucaire. Il y a dans les sculptures, la sculpture décorative de la façade, il y a des pierres qui sont très probablement des rempoirs romains. C'est des carrières de Bois-d'Élins, comme ici à la maison Carégonie, et Barutel, les carrières de Barutel, qui sont très connues. Donc c'est à l'époque médiévale, ça coûte une fortune de faire venir ces pierres, et c'est probable qu'on a démonté un monument antique pour fournir ce chantier. On a aussi du marbre, beaucoup de marbre veiné bleu, qui est soit, les géologues n'arrivent pas à faire la différence entre soit les Pyrénées, soit la mer de Marmara en Turquie. Donc c'est du marbre de Conconès ou de Saint-Béat, et il y en a en quantité. Et à la différence de Saint-Trophine d'Arles, il y a du Carrare. Et ici, à Saint-Gilles, on n'a pratiquement pas de Carrare, un seul élément de marbre de Carrare. Donc il y a forcément des approvisionnements différents selon les opportunités. À Arles, on pouvait démonter les monuments antiques. À Nîmes, on pouvait en démonter d'autres dans la région du Nord. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de matériaux différents selon le rôle qu'ils jouent dans l'architecture. Ces projets de construction à chaque fois sont financés par des communautés ou par c'est une grande question justement à laquelle les gens apportent des réponses différentes. On ne le sait pas, mais c'est très certainement l'abbaye a été pendant un certain temps mise sous tutelle. Sous tutelle depuis son approche franchie dans les années 1930. Définitivement, le pape homologue dans leur autonomie d'ordre, je pense qu'ils n'avaient pas intérêt à devoir leur chantier à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. L'abbaye était très riche par ses revenus, donc il y a certainement un financement par les revenus du pèlerinage. D'autres donateurs sont possibles. Il y a un article du collègue Barbara Franzé qui a publié récemment un article qui postule, il faut le dire, qu'il y aurait une représentation du comte de Toulouse dans la façade et que le comte de Toulouse serait le financeur de l'abbaye, mais ça ne colle pas avec la datation, c'est pourquoi ça a une datation en 1960. Et on n'a aucune trace d'un financement par le comte de Toulouse. Le troisième, non, iconographiquement, ça ne fonctionne pas avec la scène de l'habitude. Donc, pour moi, c'est effectivement une hypothèse gratuite qui n'explique pas. Vous avez tout à fait raison. Imaginez que c'est un coût colossal. Et il est certainement lié aux revenus de l'abbaye grâce au pèlerinage et au foncier, parce que le chantier
périclite, stop, s'arrête au moment où il y a des problèmes politiques. Des raisons siècles, forcément, c'est lié à la limite aux revenus qui ne viennent plus. Là, à ce moment-là, il y a vraiment au niveau de la guerre de la Ligue, là, il y a vraiment et l'annexion du comté de Toulouse au royaume. Est-ce qu'il y a une incidence sur la puissance et la notoriété de l'abbaye? Oui, en fait, c'est indirectement on le sent, elle garde son statut, mais il y a déjà le déclenchement, l'assassinat de Pierre de Castelnau se fait sur le territoire, pas à Saint-Gilles-même, mais sur le territoire. Donc ils sont là carrément au début même du conflit. Mais en fait, ce sont des déductions parce qu'on n'a pas la trace matérielle. Ce qui se passe exactement là, encore des œuvres du début du XIIIe siècle. Par exemple, le chantier continue forcément parce que les voûtes que vous voyez, c'est les voûtes 1200 environ. On a aussi des point de vue de la sculpture qu'on a trouvé en fouille, des éléments qui sont plutôt aussi du début du XIIIe siècle. C'est difficile de le dire. Mais il y a forcément un essoufflement du chantier à un moment. C'est pas brutal peut-être parce que le cœur semble avoir été amené au moins à une hauteur convenable de faire un poids provisoire. Mais après, ça s'arrête et c'est pas un cas unique, c'est très fréquent. Mais je ne ferai pas de spéculation qui sont de cause à effet. Je peux donner d'autres cas. Il faut qu'on constate les faits historiques. On date d'un autre côté par le moyen de l'archéométrie, Carlo XIV, etc. Et sculpture, style de l'architecture. On peut dater les structures et dire, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe à tel moment. Est-ce que ça peut être corrélé à tel événement historique? Mais il ne faut pas faire trop la confusion de ces deux éléments. S'il n'y a pas des sources écrites explicites, et même cela, donc j'ai fait un article avec un collègue et ami historien sur le pont d'Avignon, il y a cette même théorie, donc on a toujours inféodé un événement historique pour expliquer un état du pont d'Avignon au XIIIe siècle, et mon collègue montre que déjà la source écrite qui parle de destruction est une source un peu à la Poutine, c'est-à-dire qu'il a été rédigé dans un objectif politique après coup pour expliquer, pour justifier quelque chose. Il faut même se méfier aussi des sources écrites qui peuvent être tendancieuses, faussées, être écrites dans un certain but pour servir une cause. On sait très bien aujourd'hui les tweets de Donald Trump. Heureusement qu'il y avait pas de La réalisation du programme iconographique sculpté du portail, elle est faite dans une seule campagne. Bien, il y a eu plusieurs campagnes, bien. Pour le programme iconographique, oui, en fait, là, à nouveau, c'est une boîte de Pandore, parce que le portail, c'est très, très, très complexe. Vous avez un programme qui est cohérent, par exemple, pour les apôtres, les archanges, les grandes figures. Peut-être qu'on ne peut pas parler dans le livre, mais je n'ai même pas honte sur moi donner le grand relevé pierre à pierre de Reagan pour la façade. C'est au moins de le faire à partir de la photo. Voilà. Donc, pour rappel, vous avez cette zone-là où sont exhibés tous les 12 apôtres avec 2 archanges à l'extrémité, donc ça c'est cohérent. Ça aussi, du point de vue de la construction, tout ça c'est cohérent jusqu'à ce niveau-là, avec la frise de la Passion, qui commence avec l'entrée à Jérusalem, et puis les différentes scènes, l'arrestation de la campagne, Jésus qui chasse les marchands du temple, et puis l'histoire du procès, flagellation ici, crucifixion, qui migre ici dans le portail, dans le tympan, et ici l'histoire de la résurrection. Donc il y a un grand cycle de la Passion, et avec certainement aussi un sens liturgique différent des portails. Là, c'est le portail de la Vierge et de l'Épiphanie, donc enfance. Donc là, le serment n'est pas lié à la Passion, mais à l'incarnation.
Là, en revanche, c'est la passion. Donc vous avez un binôme incarnation-passion, construit de la même façon à peu près. Mais par exemple, ici, on a récemment découvert des traces de polychromie, mais qui se limitent uniquement à cette partie. Ce qui laisse entendre, et cette polychromie n'est pas romane, probablement, mais je la date plutôt du 14e, peut-être l'époque n'est pas peut-être. Donc il y a probablement des trucs particuliers qui se passent ici. Et là aussi. Là, il y a par exemple une poulie pour suspension d'un luminaire qui n'existe que ici et pas là. Donc peut-être des pratiques liturgiques qui sont différentes pour ces portails-là. Et au centre, là, en revanche, il y a un changement. Portail qui a été en plus abîmé au XVIIe siècle. On a donc le tétramorphe et les quatre symboles des évangélistes. Les tétramorphes des quatre symboles autour du Christ, de majesté. Ça, c'était probablement déjà le programme d'origine, mais cela devait, par exemple, se situer dans un avant-corps plus prononcé avec un gable triangulaire. Et si on analyse maintenant, alors qu'il y a une cohérence du programme d'iconographie, si on analyse les pierres dont c'est fait, il y a partout d'énormes problèmes de raccord. Les sculpteurs qui ont fait ça, ils ont très mal prévu leur coup. Il y a parfois des pierres qui se touchent, qui ne sont pas du tout faites pour être en contact les unes avec les autres. Et c'est très étonnant, ça ne se voit pas du tout comme vous n'êtes pas abattu. Mais quand on vous montre les apôtres, on vous dit qu'ils ont quand même très mal travaillé. Les apôtres ont dû être coupés, taillés au ciseau pour rentrer dans leur niche. Et la même chose existe au portail de Sainte-Trophine d'Argent. Il y a un problème de conception au préalable. Les sculptures sont réalisées et après, une fois au montage, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme peut-être certains kits sur Ikea, mais là c'est industriel. Et ici, il y a carrément parfois des corniches où il y a 20 cm, 15 cm de surface brute qui devaient disparaître dans la maçonnerie et qui, dans l'agencement définitif, se trouvent à l'air libre. Il y a plein de choses intéressantes qui sont sorties de la façade qui montrent vraiment la technicité des gens du XVe siècle. C'est très humain, je dirais. Mais le programme iconographique n'est pas vraiment le problème. Lui, il est cohérent, c'est la construction qui est à cet égard, les désordres dont vous avez parlé à la façade. Vous avez parlé des désordres dus à l'infrastructure. Oui. Vous pouvez voir la photo que vous avez. Ça ferait l'objet d'une autre conférence. Il faudrait faire une conférence sur la façade. Le problème, c'est que si j'avais mon ordinateur, je pourrais ouvrir un dossier. Parce que là, on ne peut pas les voir. Il faut vraiment les mettre en évidence. Je n'avais pas trop pensé. De toute façon, ces travaux vont donner lieu à des restitutions. Oui, c'est en partie dans ça, ça c'est publié. On a fait plusieurs articles, il faut que je réfléchisse lequel c'est sur le métal. Aussi à ça, c'est parti de métal. On a fait un article dans moi, je parle à Alain Herman de Vandenbourg, vous connaissez peut-être. Et l'autre sur ces dernières découvertes qu'on a refaites sur l'échafaudage, ça c'est un ouvrage en fait, d'un colloque qui s'est tenu il y a un an presque à Bamberg sur des portails romans et gothiques et qui m'a publié sous peu, mais en langue allemande. Maintenant avec les logiciels de traduction, du coup, ça fonctionne très bien. Puis vraiment un livre, très gros ouvert. Et sinon, on a publié dans les cahiers, le cœur, j'ai publié ça dans les cahiers de Saint-Michel de Bouchat, des journées romanes annuelles, donc de 2017, donc publié en 2018. Vous pouvez lire par un article conséquent sur l'histoire du cœur. Et sinon, le bulletin monumental de 2013 pour les questions de la crypte. Les bâtiments monastiques, c'est encore notre publication. Pour l'instant, c'est un peu éclaté, mais on a organisé, j'ai oublié de le dire, le colloque. On a fait un colloque international de 3 jours, du 8 au 10 novembre
je me suis suite, et on s'apprête maintenant à chercher les fonds et la publication des actes. Donc vous aurez un livre avec tous les résultats bien condensés, et comparés avec les autres contributions d'ici, j'espère, un an et demi. Il faut toujours avoir de la patience pour la publication de ces ouvrages scientifiques. Merci beaucoup.